mesdames et messieurs, bonjour chers amis, merci pour votre fidélité pour ce podcast Business and Leaders. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un acteur véritable du secteur d'innovation, un patron de plusieurs fonds, Azure Partner qui accompagne les startups, mais aussi Azure, je dirais, Innovation, qui est vraiment aussi un acteur dans différents secteurs, l'agroalimentaire et d'autres, mais également et surtout, je dirais, par rapport à l'enjeu du moment, président d'une fondation qui a en charge, on va dire, de vulgariser l'enjeu de l'innovation au Maroc, qui est un véritable vecteur de croissance. Et c'est là où, quelque part, nous avons des points de croissance à gagner. Tarek Haddi, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Merci d'être là. Merci à toi de m'accueillir. Et donc, comme tu le sais certainement, la première question et la seule question, c'est qui est Tarek Haddi? Alors, Tarek Haddi est au commencement un enfant nomade. Comme les enfants de diplomates, je suis né au Caire, direction Téhéran après, ma sœur est née en Iran, j'ai commencé ma scolarité en Tunisie, bref, une enfance riche qui m'a appris à inculquer un certain nombre de... D'abord, je dirais une forme d'empathie interculturelle, tu vois, qui me permet depuis de... non seulement de respecter, mais surtout de comprendre les différences, puis un peu d'adaptabilité aussi et de résilience. Tu sais, quand tu changes fréquemment d'école, de voisinage, d'amis, de cadre, tu es obligé de renouer du lien. Et donc, tu dois développer des aptitudes sociales, de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence des situations pour pouvoir t'intégrer, pouvoir nouer des relations. Et puis, quand tu dupliques cet exercice, parce qu'on bougeait plusieurs fois, bah, tu développes une agilité comportementale, tu vois, qui est utile je pense que déjà ça constitue beaucoup du Tarek aujourd'hui. Tu sais que, pour ça que je conseille souvent aux jeunes de beaucoup voyager, et le plus longtemps possible. On en reparlera certainement tout à l'heure sur Et puis, donc, je me suis stabilisé après à Rabat, des études secondaires à Descartes, Bac C, maths sup à Moulay Youssef. Et là aussi, il se passe quelque chose d'intéressant. Le charme qu'avaient sur moi les mathématiques, la physique, tu sais, je pouvais passer des week-ends enfermés à faire des exercices de mathématiques, en étant heureux comme tout. Comme aujourd'hui, les jeunes, ils jouent. Il y a eu une rupture. J'ai commencé à me dire que c'est de l'abstraction déshumanisée, que c'est des lois universelles, mais qui mettent l'individu complètement à côté. Ensuite, je me dirige vers des sciences plus humaines, plus sociales, avec une maîtrise en sciences de gestion. Mais je romps aussi avec le système élitiste des prépas et des grandes écoles, parce que je me dis, c'est pour ça que je n'ai pas cherché à faire une autre prépa type HEC, ce que je me disais à l'époque, ce monde qui s'annonçait, VUCA, comme on dit, volatile, incertain, complexe, ambigu, avait besoin de profils plus ouverts, plus open source, plus transdisciplinaires, plus collaboratifs surtout. Donc intuitivement... Et j'ai rompu avec et la science pure et ce système élitiste. J'ai choisi la Sorbonne. Je me suis dit qu'avec 8 siècles, ils avaient quand même une petite expérience pour former des esprits utiles à leur temps. Des études fort sympathiques, parce que ça remet tu vois, l'humain, ses représentations, ses organisations. On a fait beaucoup de théories d'organisation, ses comportements, etc., au centre du savoir. Je vais quand même faire après une école de commerce à Cage, qui était à l'époque, c'était l'école supérieure de commerce de Marseille-Provence, mais plus pour rejoindre mes parents, parce que mon père avait eu un poste de consul général à Marseille. Donc, mais j'ai continué avec un 2SS en parallèle en fiscalité à Paris, pour garder un pied à Paris.
Et puis après, durant ma vie professionnelle, j'ai continué à faire de la formation. J'ai fait un 2SS, celui de l'ITB, l'Institut des techniques bancaires avec le CNAM, et puis un master en droit des affaires quand j'ai pris en charge la banque d'affaires du Crédit Agricole. Tariq Haddi, c'est aussi effectivement une trajectoire professionnelle qui a commencé quand j'ai fini mes études par la Caisse nationale du Crédit Agricole, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. C'était l'appel déjà de la notion de mission, de l'impact. Je voulais être dans ce... C'était exactement, typiquement ça, l'objectif de la CNCA. Bon, c'était un OFS, organisme financier spécialisé, une caisse pour les agriculteurs avec des financements extérieurs. C'était ça. Et j'ai eu la chance de rapidement prendre la responsabilité. J'ai commencé en 93 en tant que chargé de mission. Et en 95, je deviens directeur financier. Et puis directeur délégué à la stratégie au développement. Puis directeur général chargé de l'activité banque d'affaires. Et durant tout ce processus, j'accompagne, je participe et je pilote la transformation de la CNCA en banque universelle, le Crédit Agricole du Maroc, d'abord au niveau du marché des capitaux. Je me souviens quand j'étais directeur financier, on m'expliquait que les agences déposaient les espèces au niveau de la BCM, et c'était la BCM qui nous prêtait de l'argent quand on avait besoin, alors que nous étions une banque, censée être une banque. Donc, j'ai mis en place les process pour pouvoir faire les versements à Banque El Maghreb, intégrer le marché interbancaire pour pouvoir prêter comme les autres banques, le club fermé des banques, le marché monétaire avec les refinancements de la Banque centrale. Il fallait mobiliser des créances mobilisables, il y avait des process à faire. Le marché financier, j'ai piloté la première introduction en bourse géré par le Crédit Agricole qui était Fertima à l'époque. Et j'en ai profité pour développer une offre pour les... C'était l'époque de la privatisation, si tu t'en souviens. Et donc, pour que les clients du Crédit Agricole puissent participer aux différentes introductions en bourse, j'ai mis en place le marché d'échange parce que le Crédit Agricole avait des emprunts extérieurs, donc avait besoin de gérer ses devises. Mais on avait aussi des clients exportateurs et importateurs dans l'agroalimentaire qui avaient besoin et qui passaient par les autres banques. Donc, et puis le plan comptable, le bancaire, et c'est là qu'apparaît que les fonds propres du Crédit Agricole ne sont pas aux normes prudentielles. C'est les comités de Bâle 1 et Bâle 2. Donc et il fallait une restructuration financière qui passait d'abord par une restructuration institutionnelle. Il fallait passer devant le Parlement pour changer, passer de OFS à une société anonyme soumise à la loi bancaire. Il y avait un problème de mission de service public pour les petits agriculteurs, donc on a segmenté. Les petits agriculteurs étaient adressés par Temouil Fellah avec une convention avec l'État. Les toutes petites exploitations agricoles par Ardi, qui est une fondation de microcrédit, et pour le reste, les segments entreprises et particuliers, une offre bancaire classique. Ça, c'était la première phase, mais après, il fallait remettre à niveau les fonds propres de la banque. On ouvre le capital à la Mamda et à la CDG à l'époque. On commence à émettre des titres quasi-fonds propres dans le cadre de ce qu'on appelle tiers 2 pour respecter la réglementation prudentielle. On rembourse les emprunts extérieurs parce que c'était l'époque où l'État se désengageait du risque de change, de la couverture du risque de change, et on développe une activité de dépôt très importante en massifiant les agences et en achetant la BNDE pour le réseau bancaire et la BMAO. Et je pilote aussi la fusion de la banque avec... On voit bien que dans cette histoire et dans cette trajectoire, il y a une vraie logique à ce que tu fais aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le détail, moi, ce que j'aimerais, c'est Tariq Haddi, le papa, qu'est-ce qu'il raconte à ses enfants du Maroc d'aujourd'hui? Alors, je leur dis qu'ils ont de la chance de vivre un moment unique. On a grandi, toi et moi ici,
Le Maroc aujourd'hui connaît en fait une transition accélérée vers l'émergence sur tous les plans. Tu as vu les chantiers industriels qui prennent de l'ampleur, nos filières industrielles. Tu as vu le positionnement hub que prend le Maroc, que ce soit sur le plan de la Méditerranée ou Afrique Atlantique avec le port de Dakhla. Le positionnement international qui fait aujourd'hui que le Maroc, on l'a vu avec ce qu'on appelait l'affaire du Sahara et qui ne l'est plus, ce soft power du Maroc aujourd'hui pour régler ces problématiques et le respect qu'il a réussi à... Et cette affaire ouvre aussi la régionalisation qui était bloquée en attendant. Donc demain, vous aurez un Maroc avec des régions autonomes où beaucoup de choses vont se faire, surtout pour la nouvelle génération. Et je leur dis, voyagez, mais revenez vite pour participer à tout cela. Mais aujourd'hui, justement, la génération de tes enfants, celle qui nous regarde ou celle qui était dans les rues, donc la génération dite Z, quels sont les 3 ou 4 messages qu'on peut simplifier pour leur donner envie de continuer de rêver de Maroc aujourd'hui? Oui, non, le contexte d'opportunité est énorme, énorme. Il suffit de s'engager, il suffit de se mettre au travail. On parlait de nos filières industrielles, automobiles, aéronautique, ferroviaire. Aujourd'hui, on développe un plan ferroviaire, la transition numérique avec le plan Maroc 2030 qui prévoit 10 gazelles pour 2026. Donc, gazelle, ça veut dire des startups qui vont faire des croissances à 2 chiffres. Et puis 2 licornes d'ici 2030, avec beaucoup de moyens mis en place derrière. Il ne faut pas voir juste les objectifs. Aujourd'hui, ils ont des... et puis, juste pour finir, il y a la transition énergétique. Il y a... et tout cela va être accompagné, puisqu'il y a les structures d'accompagnement, aujourd'hui de plus en plus expertes. Tu sais qu'on a des structures d'accompagnement qui ont plus de 10 ans maintenant. On a elles sont appuyées par des mécanismes de labellisation, ministère de la Transition numérique et Temwilcom, avec de l'assistance technique. Elles sont de plus en plus spécialisées par stade, incubation, pré-incubation, idéation, jusqu'à l'accélération, ce qui renforce leur efficacité. Il y a des packages directs pour les startups avec des bourses de vie. Aujourd'hui, ces jeunes pourront prendre 2 ans pour monter leur projet, parce qu'il y aura des bourses de vie. Il y a des bourses d'incubation, des prêts d'honneur, des prêts à l'incubation, et puis des fonds d'investissement. Tu sais qu'il y a 10 ans, pour la start-up, la création d'entreprise, on avait 2 fonds. Aujourd'hui, c'est une dizaine. Il devait y avoir 100 millions de dirhams, 2 fonds, 50 millions l'un, donc on parle de 100 millions. Aujourd'hui, c'est 3 milliards de dirhams qui vont être mobilisés, notamment avec le fonds Mohamed VI. Parce qu'il y a déjà l'initiative Innov Invest, il y a le MEDA Venture, il y a l'UM6P Venture, et vont se rajouter les sous-fonds, les fonds thématiques VC du fonds Mohamed. C'est 3 milliards. Pour ce qu'on disait tout à l'heure, quelques 1000 startups au maximum. Donc c'est beaucoup d'argent. Il y a de la place pour tout le monde. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de lisibilité de tout cet écosystème qui fasse qu'aujourd'hui, on a ce qu'il faut? Parce qu'on a plutôt tendance à dire on n'a rien, classique. On voit toujours les trains qui arrivent en retard, bien évidemment. Comment donner plus de lisibilité à tout ça? Oui, en fait, c'est un peu le travail de l'écosystème dans son ensemble. Et il s'organise. Tu sais que le ministère de la Transition numérique, il n'a que 2 ans. Mes amis le rappellent souvent, c'est elle-même une start-up et elle porte l'initiative Innov Invest est toujours en cours. Et puis avec le fonds Mohamed VI, aujourd'hui l'écosystème doit se structurer. On doit aller vers, au-delà d'un écosystème, d'un système national de l'innovation avec une gouvernance unifiée,
avec un observatoire national de la start-up ou de l'innovation, peu importe le nom, mais qui nous permettent de suivre les évolutions. Et bien sûr, une communication, encore une fois, regroupée. Il y a trop de dispersion encore, je suis d'accord avec toi. La visibilité, ça empêche une visibilité correcte de ce qui se fait. Mais ne t'inquiète pas, les gens sur le terrain, même les startups, le savent et le sentent. Aujourd'hui, tu as prononcé plusieurs fois le mot innovation. On s'aperçoit que notre pays souffre justement d'une appétence des entreprises à faire de la recherche, développement, de l'innovation, parce que c'est ça aussi qui va créer la dynamique autour pour les startups, pour développer des idées. D'abord, tu as écrit un livre, Genji, donc j'aimerais bien que tu me donnes un peu la genèse de ce livre, et derrière ça, une fondation autour de l'innovation. Qu'est-ce qui a présidé à toute cette dynamique chez toi entre l'écriture de ce livre, la fondation, parce que j'imagine que tu as, en tout cas, identifié cette carence en matière d'innovation mindset. Oui, tout à fait. Merci de rappeler le livre, publié en 2022, Genji, Génération Innovation Made in Morocco, et qui est devenu un mouvement. D'ailleurs, tu as pu le constater quand tu nous as fait l'honneur de nous rejoindre le 29 septembre lors de la restitution de la première enquête nationale sur l'innovation. Alors, pourquoi ce livre ? Pourquoi ce mouvement? Pourquoi cette ambition? C'est effectivement parce que le Maroc est piégé dans ce que les experts du développement appellent la trappe des pays à revenus intermédiaires. Notre croissance annuelle est dans un palier de 3%, alors que les pays émergents font 5, voire 7%, le cas du Vietnam, et qu'il nous en faudrait justement 7 à 8 pour pouvoir financer de manière endogène notre nouveau modèle de développement. Ça, c'est la philosophie de départ. Alors, quand on creuse et on se dit pourquoi ce plafond de verre, pourquoi ces 3%, cette trappe, et en étudiant de près ce qui se fait ailleurs, il apparaît que les experts l'expliquent par la difficulté qu'ont les pays prisonniers de cette trappe de se rapprocher suffisamment de la frontière technologique, où on commence à jouer avec les briques technologiques, nous aussi, pour passer d'une économie de rattrapage, de rente, où nous sommes, à une économie de l'innovation. Et donc, c'est le rapport à la technologie et à l'innovation qui serait notre problème. Les experts sont aussi unanimes pour dire que l'innovation aujourd'hui, ce n'est plus l'acte héroïque d'un entrepreneur qui a trouvé une idée géniale et qui va la mettre en place. Enfin, le héros schumpeterien, ça n'existe plus aujourd'hui, ni même une entreprise suffisamment dotée qui ferait de l'innovation disruptive, comme on dit, game changer, juste avec la R&D interne. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, l'innovation, c'est une dynamique collective, distribuée, interconnectée et souvent chaotique. Ça part dans tous les sens pour retomber après sur quelque chose. Et donc, il faut un système national de l'innovation pour pouvoir faire émerger de l'innovation. Et donc, la Fondation se donne pour mission, justement, de participer à la construction des briques de ce système national d'innovation. Tu disais, juste titre, la R&D, c'est faible. Passons même les chiffres. Un chiffre de l'étude qui est impressionnant, c'est que 72% des entreprises qui ont été interrogées déclarent ne pas avoir déposé de brevet durant les 5 dernières années. Et les 28% qui déclarent l'avoir fait sont à 90% des entreprises étrangères qui déposent leur brevet au Maroc. Autant dire que les entreprises marocaines ne déposent pas de brevet. Et donc, comme tu dis, aujourd'hui, l'innovation qui réussit, ce qu'on peut observer ailleurs, c'est quand des entreprises clés dans une filière, qu'on appelle pivot keystones, arrivent à créer des interactions, à fédérer tous les acteurs de l'innovation de leur chaîne de valeur, dont les startups, mais dont les laboratoires, dont les universités, etc., pour pouvoir amorcer une chaîne d'innovation dans leur filière. C'est eux, c'est les grosses entreprises dans leur filière qui peuvent jouer ce rôle. Si elles-mêmes, effectivement, ne déposent pas de brevet, n'en font pas un objectif, comment veux-tu qu'elles soient
intéressés par créer un pipe d'innovation dans leur filière. Alors comment on fait? Quels seraient les 4 points clés qu'il faudrait initier ou le mouvement qu'il faudrait initier pour pouvoir réussir à mettre en place ce système d'innovation nationale? Alors nous, après longue réflexion au sein du bureau et du mouvement que tu as vu, on a identifié 4 axes. Le premier, c'est la sensibilisation à grande échelle et je te remercie de m'offrir le micro pour pouvoir en parler aujourd'hui. Il faut sensibiliser. Il faut qu'à un moment donné, ça touche, ça fasse gling dans la tête de nos décideurs économiques et autres pour dire que c'est pas un gadget. C'est pas parce que les autres font de l'innovation on doit faire. Non, c'est un must-have pour pouvoir passer une économie de l'innovation, pour sortir de cette trappe des pays à revenus intermédiaires. Donc la sensibilisation. Deuxièmement, l'accompagnement de nos entreprises. Une fois sensibilisées, une fois qu'elles commencent à se dire oui, maintenant comment je fais? La fondation Genji, mais d'autres pourront le faire, des cabinets, pour monter des process d'accompagnement, de formation, des process d'innovation à mettre en place au sein des grandes entreprises et au-delà, comment ces grandes entreprises peuvent structurer des écosystèmes d'innovation ouverts autour d'eux. C'est des process, c'est de l'accompagnement, c'est de la formation que tu connais très bien. Il faut juste dérouler, il faut déjà créer le besoin, que les gens viennent te toquer pour dire je. Après cela, il y a l'observation. Tu as sensibilisé, les gens te disent OK, maintenant tu les accompagnes. Il faut commencer à suivre, est-ce que ça donne des résultats ou pas. C'est le label Genji, pour que les entreprises qui arrivent le mieux à le faire soient pour créer de l'émulation, que tu aies un label, comme tu as un label RSE, que tu aies un label innovation. Cette entreprise, parce qu'elle a créé un écosystème autour d'elle, parce qu'elle commence à mettre en place des systèmes internes de machin, elle est labellisée. 2, un observatoire national de l'innovation qui permet de suivre de manière macro. Là, le label, c'est de manière micro, au niveau des entreprises, au niveau macro, les écosystèmes régionaux, les écosystèmes filières, etc. Et qu'est-ce que ça donne globalement entre relations entre l'entreprise, l'université, etc. Pour voir, c'est un observatoire national. Nous avons approché le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'innovation d'ailleurs, il porte le nom innovation, pour travailler ensemble, ils sont intéressés à le faire. Je pense qu'avec... on a un 5e axe qui est celui d'être agrégateur, parce que l'innovation, elle est aussi territoriale. Elle n'est pas uniquement dans les grandes entreprises, dans les grandes filières et au niveau national. Elle est aussi au niveau des territoires. Nous, on souhaite être agrégateur des plateformes crowdfunding, pas être nous-mêmes crowdfunding, mais agrégateur pour faire des cahiers de charges, pour qu'ils puissent, qu'on les oriente pour financer des projets innovants dans les territoires marocains. Dans les différents territoires. Stop de continuer à faire des projets sociaux autour de l'artisanat classique. C'est très bien, je ne dis pas, il faut qu'il y ait transmission, il faut que ça... Mais allons chercher des projets beaucoup plus innovants dans nos régions. Les fours, par exemple, avec énergie solaire. J'ai vu un projet de ce type. Et tu sais que tous, on pourrait... Tu sais, le crowdfunding, tu peux mettre 10 dirhams, tu peux mettre 100 dirhams. Et puis les Marocains du monde qui veulent encourager leur région peuvent mettre beaucoup d'argent et on propose de mettre du crowdfunding mais du crowdsourcing. Crowdsourcing, c'est-à-dire permettre à des experts comme toi, comme moi, de pouvoir accompagner des porteurs de projets. Aujourd'hui, la plateforme technologique te permet de le faire sans te déplacer. Tu peux prendre une demi-heure par semaine avec un promoteur, le conseiller sur comment créer son capital humain, moi, comment structurer son business model, etc. Et je suis sûr qu'on donnerait beaucoup de notre temps pour... Comment on casse le mythe l'innovation coûte cher alors que c'est plutôt la non-innovation qui coûte cher? Absolument. La non-innovation est quasi mortelle. Ça peut coûter la vie de l'entreprise, elle est disruptée... Et on a vu beaucoup d'entreprises qui ont disparu parce qu'elles n'ont pas pu Kodak, etc. On ne peut pas refaire le... Alors, c'est une très bonne question concernant le coût. Nous, on considère qu'effectivement, nous n'avons pas les moyens de la Silicon Valley ou de la French Tech. Mais ni la French Tech, ni la Silicon Valley n'ont le monopole de l'innovation. L'innovation frugale que l'Inde, par exemple, déploie, qu'en Afrique on observe, c'est que ça a des noms. Le J de Genji vient de Jotea, parce qu'en Inde, on appelle ça
Juakali, en Afrique, pardon, et en Inde, c'est Jugad. Donc il nous fallait un J pour rester dans les J de l'innovation frugale. C'est original. C'est un focus sur la JTA qui est effectivement... Donc l'innovation frugale. L'innovation frugale, pourquoi elle est adaptée? Non seulement parce que nos moyens sont light, mais parce qu'elle est conforme à notre culture. Tu sais qu'aujourd'hui, les Marocains, notre culture, nous rend plus outillés pour le monde. Vika, dont on parlait, faut-il un certain complexe ambigu que d'autres cultures. Nous sommes frugaux, on fait toujours plus avec moins. Tu sais d'ailleurs que dans le Global Innovation Index, tu as les inputs et les outputs. Dans output, on est beaucoup mieux classé, il y a 20 points de différence que les inputs. Nos inputs, c'est-à-dire les universités, tout ce qui donne capital savoir, c'est pas encore très bon, mais malgré ça, on fait des choses importantes. Donc on fait beaucoup avec peu. Nous sommes circulaires, nous sommes communautaires. C'était honteux, tu te rappelles, mais les réseaux sociaux sont communautaires. Le crowdfunding dont on parlait, c'est une forme de d'art et de tontine africaine, c'est communautaire, c'est absolument. Nous sommes agiles et itératifs. Tu sais, aujourd'hui, l'innovation frugale repose sur essai, erreur, ajustement. Mais c'est comme ça qu'Elon Musk a fait sa fusée réutilisable. Au lieu d'investir, il l'a pas fait à la NASA. Il a pris un modèle, il a essayé, il a explosé. Pourquoi il a explosé? On refait. Ça, c'est classique chez nous. Nous sommes plus sensibles que d'autres aux réalités émergentes. Tu vois, on est plus aux signaux faibles, peut-être même trop. On invente parfois des signaux faibles, mais on est passionné comme tous les gens du Sud. On est décentralisé, on aime fonctionner de bas en haut. Tout ça peut être capitalisé pour faire de l'innovation frugale à la Made in Morocco. Alors comment, justement, pour rebondir là-dessus, comment faire du dividende démographique marocain, où 40% de la population a moins de 35 ans à peu près, et on peut considérer que cette génération-là a plus de propension à être créative, etc. Comment en faire un véritable levier pour avoir un vrai système et un écosystème et des gens qui actionnent le mode innovation? Parce que la jeunesse est plus, on va dire, est plus adéquate. Clairement, elle est plus orientée vers l'innovation. D'abord, il faut l'éduquer. Il faut qu'elle ait les moyens, les capacités humaines pour le faire. Parce que l'innovation, comme tu disais tout à l'heure, l'idée est une chose, mais c'est l'exécution et le déploiement qui est... Et donc, il faut du capital humain. Il faut doter cette jeunesse du capital humain. Ensuite, je pense que le Maroc vit un état de grâce, quand même. Il suffit juste de voir toutes les victoires que nous emportons, toute cette émergence qu'on voit sous nos yeux. Il faut peut-être là encore juste communiquer. Il faut juste que ce soit bien compris par notre jeunesse. Et puis, il faut de l'accompagnement. Et je te dis que les choses se mettent en place. Maintenant, il faut communiquer, bien sûr. Il faut communiquer et il faut éduquer et former. Alors, quelles sont justement, dans ce cadre-là, les opportunités qui s'ouvrent à la jeunesse? Quelles sont les opportunités, aussi bien d'ici que la jeunesse d'ailleurs, puisque la diaspora est un des vecteurs importants de compétences mobiles, on va dire circulaires, entre leur pays de résidence et leur pays d'origine. Absolument. D'abord, pour ceux qui sont à l'étranger, je pense que tu le vois aussi, un phénomène de retour qui est de nos talents, qui est impressionnant. Les gens ont envie de revenir parce qu'ils sentent bien qu'il y a des choses qui bougent. Et puis, il fait bon vivre chez nous. Et puis, la vie sociale et la vie plus facile et familiale, elle est importante. Maintenant, il y a ce contexte d'opportunité. Effectivement, on a parlé de nos filières industrielles. Il y a toutes les transitions que nous allons vivre. Il y a la transition démographique dont tu as justement parlé. Aujourd'hui, il se trouve que le Maroc est en train de vieillir. La population marocaine, si tu as vu le dernier recensement du HCP, avant même d'être sorti de la trappe des pays à revenir, nous commençons à vieillir. Donc, on aura besoin de beaucoup de technologie et beaucoup d'innovation, parce que ce qui va se poser, c'est la compétitivité pour continuer à produire un PIB suffisant pour réaliser tout ce qu'on doit faire. Donc, avec une population en état de travailler en déclin, comme tu as dit, on a atteint le sommet. Maintenant, donc il faut maintenant, ça devient vital.
L'innovation, parce que puis il y a la transition énergétique dont on parlait. Tu sais combien, et hydrique, avec les problématiques de l'eau. Tu sais combien je ne parle pas juste en termes de création d'entreprises, mais aussi en termes de création d'emplois. Pas tout le monde doit être entrepreneur. On parle toujours de nos talents à l'étranger ou ici, mais c'est des opportunités de création d'emplois et d'entreprises. Dans les clean tech, pour l'eau notamment, dans les green tech, pour tout ce qui est énergie, on ne peut pas arriver à l'objectif de 52% de notre électricité produite à base d'énergie renouvelable propre sans des filières clean tech, et sois-en sûr. Tout n'est pas juste capitalistique, il y a beaucoup d'intelligence derrière. La transition numérique, on en a parlé, avec tout ce qu'elle ouvre pour les projets deep tech, fintech, biotech, la filière biotech qui est en train... Tu sais qu'aujourd'hui, on a des laboratoires de taille continentale. Et la concentration s'accélère, et ça, c'est fait pour demain aller vers la biotech. Et donc, des startups derrière, autour, dans ce qu'on disait tout à l'heure, les écosystèmes ouverts d'innovation. Donc, toutes ces transitions sont porteuses de... D'abord, elles sont bien réfléchies, elles sont planifiées. L'État est derrière elles, et puis elles sont créatrices d'emplois et pour nos jeunes. Ensuite, tu as le fait que l'on soit des hubs, que ce soit sur le plan... Tu sais qu'un hub autour de soi, c'est surtout l'industrie qui se met en place. On l'a vu pour l'automobile, mais tu vas le voir demain aussi pour tout ce qui est industrie 2.0. On va passer à la 5G. Tu sais que la 5G est nécessaire pour pouvoir faire tourner des machines 2.0, des usines totalement robotisées où c'est juste de l'IA ça pourrait être des investissements étrangers au Maroc, énormes, mais on aura besoin de beaucoup de capital humain, d'ingénieurs, de techniciens, Voilà, il y a un champ énorme d'émergence économique, et nos jeunes peuvent s'éclater, non seulement gagner leur vie, mais s'éclater. Il est beaucoup plus sympa de vivre des créations comme ce que je vivais au Crédit Agricole quand il s'agit de transformer, de créer, que de vivre dans des écosystèmes où tout est fait. Mais est-ce que l'enjeu derrière tout ça, parce que ce que j'entends, effectivement, on ne peut qu'être heureux du momentum que nous vivons, avec de grosses ambitions, de gros enjeux, mais est-ce que nous sommes en capacité, avec le système éducatif et universitaire que nous avons, de ne pas perdre de temps, parce qu'on a déjà perdu beaucoup de temps? Quel est ton point de vue là-dessus? Oui, non. Dans le Global Innovation Index, nous sommes classés 57e, donc en moyenne, grâce à nos outputs d'ailleurs, sur 139. Quand tu vois le critère capital humain, on tombe à 84 sur 139. Et le capital savoir, c'est-à-dire l'accès au savoir, aux recherches, on tombe 86e sur 139. Il y a un gap. Et je pense que c'est lui qui est à la source du plafond de verre. Et ça, il faut, encore une fois, on sait réussir des défis incroyables. On a réglé l'affaire du Sahara, on va avoir notre Coupe du Monde. Si on en fait un chantier national, avec la mobilisation de toutes les énergies, on y arrivera. Se donner, par exemple, juste Pisa. Tu sais que j'ai été dans un pays en Asie et dans les informations, ils avaient chuté d'un demi-point dans le Pisa. Les plateaux de télé, tout le monde était réuni, ministère, administration, monde académique, pour discuter le pourquoi et le comment et comment corriger ça et se prendre des engagements pour l'année d'après. Il faut que ça devienne une priorité nationale. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Parce que c'est pas faute que Sa Majesté ait exprimé cette urgence nationale autour de l'éducation et que derrière, justement, dans l'exécution, on peine depuis des années. C'est pas d'hier, c'est pas d'avant-hier. Est-ce que c'est un problème de modèle culturel? Est-ce que c'est un problème d'idéologie? C'est quoi le sujet? Parce que je pense qu'il y a un problème d'idéologie.
l'éducation nationale. Bon, je ne suis pas de ce milieu-là, donc je vais en parler vraiment comme un profane, en tant que citoyen, avec ce que je vois de l'extérieur. Mais je pense qu'il y a des blocages internes qui rendent difficiles les réformes et qui sont quasi dogmatiques à l'intérieur. Mais encore une fois, bien sûr, Sa Majesté en a parlé plusieurs fois, il faudrait que le gouvernement s'approprie le défi et prendre les réformes qu'il faut, quitte à casser des choses, quitte à remuer le cocotier. Il faut qu'à un moment, qu'on puisse sortir de cette lornière, de ce... On va faire un flashback, si tu veux bien. Tu as gardé quoi comme enseignement de l'éducation que t'ont donné tes parents? Et qu'aujourd'hui, tu en as fait, on va dire, un vrai mantra dans ta vie de tous les jours. Alors, tu me ramènes à loin. Au-dessus de mes 58 ans, ça fait loin. Mais bon, je peux te dire que mes parents m'ont appris quelque chose de très important, à savoir toujours apprendre. Toujours apprendre, être toujours en train d'apprendre. C'est... et être en auto-observation, une sorte de métacognition où tu t'observes beaucoup. Tu t'observes beaucoup pour voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, que ce soit pour les hard skills ou les soft skills, et tout le temps être... quand je vais sortir de cet entretien magnifique, crois-moi, je vais automatiquement repasser le film pour pouvoir voir qu'est-ce qui j'aurais pu faire mieux, et ça, c'est mes parents, je crois, m'ont toujours inculqué cette façon de faire. Tu as combien d'enfants? J'en ai 3. Quel âge? Alors, il y a Faisal a 32 ans, Doha, elle a 27 ans, et Camille en a 20. Est-ce que ce que tu viens de me dire, tu as réussi à leur transmettre? Si oui, comment tu le mesures? Alors, Faisal, c'est clair. Il a cette Doha, c'est une fille un peu moins, mais bon, on en discute. Et évidemment, il y a de la remise en cause et tout, mais c'est pas permanent. C'est pas... Et Camille, il y a un vrai gap générationnel. Il le fait à sa façon. Il le fait à sa façon, avec beaucoup de liberté, même par rapport à lui-même. Il ne peut pas s'imposer Et je comprends. Je comprends et je respecte. Alors justement, je fais le lien avec tes enfants et avec ce qu'on a vécu ces derniers temps avec les manifestations des jeunes Z. Bientôt, il va y avoir les générations alpha qui vont arriver dans les entreprises avec d'autres critères, d'autres attributs, d'autres motivations. Comment, toi, en tant que père de famille qui a déjà plusieurs générations à la maison, comment ta lecture des événements, comment le futur doit être appréhendé en faisant ce mix intergénérationnel? Comment on doit l'appréhender pour faire de notre pays, cette fois-ci, un vrai pays à revenus, qui sort des pays à revenus intermédiaires et qui arrive à l'émergence? C'est un grand défi, ta question, elle est énorme. Elle est énorme. C'est vrai que l'on vit aujourd'hui des polarisations, mais pas que au Maroc. Polarisation générationnelle, polarisation identitaire, polarisation économique et sociale. Et la polarisation générationnelle est quelque chose de compliqué, parce que c'est deux mondes. C'est deux mondes. On est liés par des choses importantes. On est liés par une certaine... Et être marocain en fait partie. C'est quoi être marocain? Oui, justement. C'est quand ton fils... après juste quelques années à l'étranger, te dit je veux revenir. Je veux revenir. Pour 1000 raisons. C'est quand ton fils te dit papa, tu vas venir, amène-moi s'il te plaît la tenue de l'équipe nationale marocaine. Quand ton fils te dit je vais mettre devant la télé pour suivre le vote des Nations Unies, même s'il a effectivement 20 ans et qu'il fait partie de... C'est une alchimie. Et elle fait partie de... Maintenant, revenons à l'éducation, le creuset de ce qu'est une nation, c'est cette éducation où tu as les enfants de tous les milieux
qui se frottent et qui ont ce point commun d'être marocains. Et puis cette ambition. Je pense qu'il faut qu'ils aient, pour qu'on crée ce Maroc, le continuum de toutes les générations, c'est qu'on ait la même ambition. C'est de s'éclater d'abord, mais dans un environnement qui est le nôtre et qui est ultra winner. Dans moins d'un an, il y aura les élections au Maroc. Oui. Si tu avais 2 ou 3 choses à demander à l'ensemble des partis, bien évidemment, toutes colorations confondues, au regard des enjeux que tu as essayé d'aborder avec moi dans cette conversation, qu'est-ce que tu leur demanderais? Oui, tout d'abord de Pisa. Pisa, en faire de Pisa, c'est simple, hein, c'est 4 lettres. Pisa doit devenir une priorité. Ensuite, tu as tout le système de la recherche scientifique et comment pousser l'entreprise marocaine par des incitations, notamment pour aller faire de l'innovation lourde scientifique avec nos universités. Et puis, le troisième point, c'est l'Observatoire national de l'innovation pour que l'on puisse suivre où on en est. Il y a un exercice traditionnel dans ce petit moment. Tu dois choisir 3 cartes, 3 questions que je vais te lire après. Et une, et 2, et 3. Et 3, super. Alors. Bien. Alors, ce moment s'appelle à cœur ouvert. Bien sûr. Si tu pouvais poser les mots juste sur une blessure ou une peur que tu n'as jamais formulée, ça serait lesquelles? On parle de quelle peur j'ai eue que... Une blessure ou une peur que tu n'as jamais formulée vraiment. On est bien à cœur ouvert. Hein? Oui, oui. De perdre mes proches. Je pense que j'ai perdu mes parents dans un accident de voiture en 99. Les deux, donc d'un seul coup. Évidemment, ça a été dur, c'est un long deuil à faire, mais j'en garde effectivement cette peur de perdre les gens qui me sont chers et que j'ai du mal à mettre des mots dessus. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais? Je sais que ça fait bateau de le dire, mais rien. Rien. Je me suis souvent posé la question. J'ai lu, comme toi, Nietzsche et l'éternel recommencement, et c'est une philosophie à laquelle j'adhère pleinement. Si c'était à refaire, je referais mais exactement la même chose. Super. Et là, je pense que c'est quasiment une question sur mesure pour toi. Hein. Le hasard fait bien les choses. Si tu pouvais changer une chose dans notre modèle de société pour aider le Maroc à franchir un cap, ça serait quoi? Je me doute de la réponse, mais... Et c'est ça, c'est de passer d'une mentalité de rattrapage et de rente à une mentalité de l'innovation. Exactement. Je me doutais bien de ta réponse. Moi, j'ai le droit, bien sûr, à prendre une 4e. Ah, ouais. Bien sûr, bien sûr. Quelle trace aimerais-tu laisser au-delà de ton métier? Ben justement, laisser derrière moi un écosystème, un pays qui aura fait cette transition de l'économie de rattrapage à une économie de l'innovation. Je voudrais qu'on dise de moi, Tarek a participé à cette révolution culturelle qui nous a permis d'adopter l'économie de l'innovation comme quelque chose de notre économie. Tu es dans un amphi avec 300-400 jeunes qui ne viennent pas des milieux aisés, que ce soit de la mission ou autre, et qui ont envie d'entendre quelque chose de très inspirant, qui leur donne envie de continuer à croire que tout est possible dans leur pays, c'est-à-dire notre Maroc. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais d'abord, ouvrez les yeux. Est-ce que vraiment ils ne voient pas que ce Maroc est en train de winner et qu'il y a encore des défis, mais qui méritent d'être levés pour pouvoir réussir cette transition? Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Et puis, je leur dirais que nulle part où ils iront, nulle part, sans engagement et sans passion, ils vont juste s'ennuyer. Alors, la même chose dans l'amphi d'à côté.
tu as 250 dirigeants importants. Pour pouvoir pallier à ce que tu viens de dire aux jeunes, qu'est-ce que tu leur dirais à eux? Je vais leur dire, je me rase comme un drap. Pourquoi? Ben justement, avec ces écosystèmes d'innovation, c'est de grands patrons d'entreprise, c'est leur mission de pouvoir non seulement gérer correctement comme ils le font. L'économie marocaine, les derniers chiffres le montrent, se porte plutôt bien. Mais il faut qu'ils créent des écosystèmes ouverts d'innovation collaborative, chacun dans son secteur, pour pouvoir permettre à ces jeunes de s'exprimer. Et ils vont non seulement y gagner parce qu'ils ont participé au développement du pays, mais ils vont gagner pour eux. Parce qu'ils verront à ce moment-là la croissance de l'entreprise quand il y aura des brevets, quand il y aura de l'innovation qui viendra de l'écosystème piloté par eux, quel impact ça aura et sur leur chiffre d'affaires et sur leur compétitivité. Merci Tarek. Merci à toi, Jamal. Mesdames et messieurs, vous l'avez entendu. Le message principal de cet Tarek aujourd'hui, c'est d'abord de dire que, quelle que soit l'organisation de l'entreprise, d'avoir un système vivant qui devrait être piloté par des dirigeants plutôt open source, pour reprendre un terme, je dirais, dans le secteur de l'innovation et de l'informatique. Open source, ça veut dire que des dirigeants ouverts à l'apprentissage permanent, ouverts aux nouvelles technologies, ouverts à ces populations nouvelles qui viennent avec des besoins différents. Il dit aussi à la jeunesse, nous avons un momentum exceptionnel, donc il faut en profiter, mais il faut aussi être passionné et s'engager, travailler. Mais ça ne peut fonctionner que si effectivement les dirigeants, ceux qui exécutent les stratégies, que ce soit sur le plan politique ou le plan économique, doivent tenir compte de ces nouvelles générations et de leur aptitude et de leur envie de participer à l'histoire d'un Maroc nouveau auquel aujourd'hui nous sommes destinés à co-construire la feuille de route collectivement. À très bientôt et merci pour votre fidélité.